Cette semaine, on va parler vidéo et plus particulièrement comment filmer en ski. Tourner des vidéos avec les spatules aux pieds, c'est loin d'être facile et pourtant il y a tellement de belles choses à filmer quand on est sur les pistes de ski, entre les bons moments avec les amis, les paysages magnifiques, les premières descentes de nos enfants sur les pistes de ski ou encore les souvenirs en famille avec les grands-parents. Les bonnes raisons ne manquent pas de sortir sa caméra quand on est sur les pistes. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il suffit d'appuyer sur le bouton REC pour réussir ces vidéos en ski, loin de là. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes conseils en termes de matériel pour filmer en ski, mais aussi comment régler vos caméras, et enfin je vous dévoilerai toutes mes astuces pour que vos vidéos de ski ne ressemblent pas à un cocktail qu'on secouerait ardemment dans un shaker. Première partie de cette vidéo, le matériel. Pour vous planter le décor, ça fait 10 ans qu'avec Benoît on filme nos vacances au ski. Au début, il avait une caméra d'action Sony, c'est dire si déjà à l'époque on avait envie de filmer nos descentes. Benoît a toujours aimé filmer le mouvement en ski l'hiver, en gym et en roller l'été. En 10 ans, on a vécu beaucoup d'aventures ensemble sur les pistes, même s'il y a eu une grosse pause, le temps que notre pupiou grandisse. Depuis, on a filmé avec quasiment tout ce qui existe en termes de matériel, smartphone, caméra d'action, Osmo Pocket, appareil photo, stabilisateur. Filmer en ski est devenu une de nos activités favorites l'hiver, et vu qu'on vit au pied des stations de ski depuis maintenant 1 an et demi, on filme quasiment toutes les semaines sur les pistes de ski. Ceci étant dit, quel est le meilleur matériel pour filmer ces vidéos en ski? Je vais balayer avec vous tous les types de caméras possibles avec leurs avantages et leurs inconvénients, et je vous mets en description toutes les références des caméras et accessoires que je conseille. Je vous mets aussi le lien d'une boutique où j'achète tout mon équipement de ski à moindre prix. Je dois dire qu'on a de la chance quand on aime filmer en ski, le matériel ne manque pas, à commencer par les caméras d'action. La caméra d'action, c'est certainement la première caméra à laquelle on pense pour se filmer en ski. Elles sont résistantes, ne craignent pas les chutes ni l'humidité, de sorte qu'on peut chuter avec ou encore filmer quand il neige, deux situations qui arrivent quand même régulièrement quand on est en vacances au ski. La caméra d'action est une caméra tout-terrain qui se prête parfaitement aux prises vidéo en ski. En plus, ces caméras ont l'intérêt d'être petites, on peut facilement les glisser dans une poche de blouson de ski. D'ailleurs, c'est ce que je fais à chacune de mes sorties. J'ai toujours mon Osmo Action 5 Pro dans la poche, comme ça je peux la sortir et filmer à tout moment. En plus d'être robustes, les caméras d'action sont vendues avec de nombreux accessoires pensés pour la pratique du sport, et notamment du ski. On a les cages de protection, et on a aussi des fixations qu'on va pouvoir attacher à notre casque de ski. On a aussi un harnais qu'on peut fixer au niveau du buste, et on a aussi la perche qui permet de se filmer ou de contrôler son cadrage plus facilement. Et attention, je tiens quand même à préciser que les professionnels de la montagne déconseillent la fixation sur le casque, c'est peu conseillé en cas de chute. Moi personnellement, à la longue, je préfère avoir la perche avec la caméra, comme ça fixée de cette manière, et je vais pouvoir plus facilement filmer en choisissant mon cadrage. Sur le papier, les caméras d'action sont idéales, mais elles ont quand même pas mal de défauts quand on a envie de filmer en ski. Premier défaut, on filme toujours avec la même focale, on ne peut pas zoomer ni dézoomer avec ce genre de caméra. Et même si vous avez acheté une caméra d'action avec un zoom x quelque chose, comme l'Osmo Action 5 Pro avec son zoom x2, je vous déconseille d'utiliser le zoom parce que l'image devient de trop mauvaise qualité. On filme donc toujours avec la même focale sur une caméra d'action, et si vous voulez cadrer plus serré, il faut s'approcher de votre sujet, ce n'est pas toujours possible ni forcément esthétique. Deuxième défaut d'une caméra d'action, c'est qu'on ne peut pas contrôler pleinement nos réglages, en effet l'ouverture est figée, et quand on ne contrôle pas l'ouverture, on ne contrôle pas la profondeur de champ. Pour faire simple, la conséquence c'est que sur les vidéos en groupe, on peut se retrouver avec un de nos sujets qui est flou, ce qui n'est évidemment pas terrible. Seul l'Osmo Action 6 corrige un petit peu ce défaut avec une ouverture variable de f2, f4, mais ça ne reste quand même pas aussi bien que la possibilité qu'on a de contrôler l'ouverture sur un appareil photo. Il faut aussi absolument éviter d'avoir le soleil sur vos plans quand vous filmez avec des caméras d'action, sinon ça fait un rendu absolument laid, et si vous cherchez à faire une vidéo esthétique, il vaut mieux éviter de cadrer dans l'axe du soleil. Troisième défaut des caméras d'action, c'est la taille du capteur. Les caméras d'action ont des petits capteurs, généralement pas au-delà d'1 pouce. C'est petit et la qualité d'image s'en ressent. Quand on est exigeant sur la qualité d'image comme moi, on voit que la qualité est en deçà d'un appareil photo hybride. Et pour ceux qui veulent filmer en basse lumière, par exemple une descente au flambeau, les caméras d'action sont aussi trop justes avec leurs petits capteurs. Bien sûr, je dis ça pour les vidéastes exigeants, et dans cette vidéo, je vous mets plein de plans vidéo pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur chaque caméra.
Les caméras d'action sont bien stabilisées, mais de manière électronique. Il n'y a pas de stabilisation mécanique sur une caméra d'action. Ce type de stabilisation est efficace même quand on filme en ski. Par contre, quand on fixe des filtres ND, il arrive souvent que l'ajout des filtres vienne perturber les algorithmes de stabilisation électronique. En ski, mais aussi en VTT, j'ai eu pas mal de mauvaises surprises avec des plans complètement inexploitables à cause de ce phénomène. Depuis, je filme sans filtre avec l'Osmo Action. Conséquence, ça m'enlève la possibilité de contrôler la vitesse d'obturation, réglage que j'évoquerai dans la partie où je vous dis comment régler votre caméra pour filmer en ski. Évidemment, ça ne m'empêche pas de filmer en ski avec une Osmo Action, j'en connais les limites, donc je sais à quoi m'attendre. Ça me permet aussi de filmer les coulisses de la chaîne facilement ou encore de partager du contenu vidéo sur les réseaux sociaux. Si on skie seul, la caméra d'action est aussi pertinente, notamment si on veut se filmer en skiant. La caméra d'action est une caméra intéressante pour filmer en ski parce qu'elle s'adapte à tous les niveaux de ski. Si on est incapable de skier sans bâton ou en tenant les bâtons d'une seule main, eh bien on peut toujours fixer la caméra sur un harnais ou sur son casque à ses risques et périls, et on pourra filmer quel que soit notre niveau. Il existe pas mal de caméras d'action sur le marché, alors moi j'ai l'Osmo Action 5 Pro, et je vous mets en description les caméras d'action et accessoires qui sont pertinents pour le ski. Par contre, ne vous attendez pas à de belles vidéos en filmant comme ça. Le problème de fixer sa caméra sur son buste ou le casque, eh bien c'est que 1. On ne peut pas voir si on cadre correctement, 2. On ne peut pas changer de cadrage en cours de descente. J'ai beaucoup de rushs inexploitables quand je filme en ski avec le harnais, et c'est souvent frustrant. Quand j'ai voulu filmer Benoît qui filme notre fils avec appareil photo plus stabilisateur, le rendu n'est pas terrible parce que je ne contrôlais absolument pas mon cadrage. En effet, j'avais passé ma caméra d'action sur mon buste avec le harnais, et dans cette configuration, eh bien, je ne pouvais pas cadrer correctement. Si on est capable de tenir ces deux bâtons dans une seule main, il vaut mieux fixer sa caméra d'action à une perche. Et là, eh bien, on pourra vérifier le cadrage et au besoin, eh bien, on pourra modifier notre cadrage. C'est bien mieux, même si ça demande d'être à l'aise en ski. J'ai une autre astuce, c'est de fixer votre caméra d'action à un bâton de ski. Ça donne des plans immersifs hyper sympas et comme ça, on n'a pas une perche sur nos plans. Bien sûr, on oublie le planter de bâton quand on utilise ces deux techniques de fixation. Deuxième type de caméra pour filmer en ski, ce sont les caméras 360. Ce type de caméras sont pensées pour la pratique du sport à l'image des caméras d'action. Par contre, elles sont quand même plus fragiles. Et sur ce point, Insta360 vend un modèle où on peut changer la lentille, et ça c'est plutôt malin. Je vous mets la référence dans la description, ainsi que toutes les caméras et accessoires que j'évoque dans cette vidéo. Pour la pratique d'un sport à risque comme le ski, c'est une bonne idée que d'avoir une caméra sur laquelle on peut changer la lentille, la partie la plus fragile. Les caméras 360 sont aussi vendues avec de nombreux accessoires pour filmer en ski facilement. Plus particulièrement, on peut filmer avec une perche, et on a même la possibilité de fixer notre perche au bâton avec une fixation spéciale chez Insta360. Vous pouvez également fixer votre caméra au casque de ski, même si je ne suis pas trop pour cette pratique. J'aime bien aussi la fixation pour filmer avec la caméra dans le dos. Les constructeurs de ces caméras 360 ont particulièrement pensé aux passionnés de ski. La particularité d'une caméra 360, c'est qu'on filme à 360 degrés, c'est-à-dire autant devant que derrière nous. Quand on veut filmer en ski, ça simplifie le cadrage puisque justement, on n'a pas besoin de cadrer. On choisit après prise de vue quelle partie du plan on veut dans notre montage. On peut même cadrer différemment à partir d'un même plan, c'est plutôt pas mal de ce point de vue. Ces caméras 360 sont petites et se glissent facilement dans la poche d'un blouson de ski, mais bien sûr, les caméras 360 ont des défauts, et c'est d'ailleurs pour ça que personnellement, je ne les utilise pas pour filmer en ski. Comme pour les caméras d'action, la taille du capteur est vraiment petite, si bien que la qualité d'image est quand même en deçà. Pour moi qui filme et photographie au quotidien avec des capteurs micro 4 tiers et plein format, il est difficile de descendre sur de si petits capteurs. Quand je regarde des vidéos prises avec ce type de caméra, que ce soit 360 ou caméra d'action, je vois surtout les défauts de la qualité d'image. Avec une caméra 360, même si on cadre à 360 degrés, on ne peut quand même pas zoomer dans l'image ou très peu, la qualité d'image ne sera pas top. On filme toujours avec la même focale et ça c'est dommage. On a aussi un capteur trop petit pour filmer en basse lumière, en tout cas ne vous attendez pas à une bonne qualité d'image si vous filmez du ski nocturne ou une descente au flambeau. Et là encore, on a une stabilisation d'image électronique, donc logicielle, et pas du tout mécanique. Qui dit vidéo 360 degrés dit qu'il y a forcément besoin de passer du temps à sélectionner les plans et à les monter. Malgré leurs lentilles très fragiles, les caméras 360 restent de bonnes caméras pour filmer en ski. Je pense que ça s'adresse plutôt à ceux qui se filment seuls,
Si vous n'êtes pas très à l'aise en ski, c'est aussi une bonne solution de caméra embarquée, notamment avec la fixation pour filmer avec la caméra dans le dos. Et dans cette configuration, on peut filmer en ski facilement, tout en se concentrant sur sa descente, et c'est pour ça que ça s'adapte à tous les niveaux de ski. Troisième type de caméra pour filmer en ski, c'est l'Osmo Pocket 3. Cette petite caméra est ma préférée pour filmer sur les pistes de ski. Déjà, elle est toute petite, donc elle aussi, je la glisse très facilement dans mon blouson de ski. Et surtout, l'Osmo Pocket 3 est une proposition unique sur le marché. C'est une toute petite caméra montée sur une nacelle qui fait office de stabilisateur. On a donc une stabilisation mécanique avec cette Osmo Pocket 3, là où on a uniquement une stabilisation électronique avec les caméras d'action et les caméras 360. J'aime aussi son capteur 1 pouce qui est un peu plus grand que sur les caméras d'action et certaines caméras 360, et je trouve que ça se sent quand je compare la qualité d'image. La stabilisation est aussi meilleure grâce à la stabilisation mécanique. On va pouvoir filmer sur des pistes de ski bien plus engagées avec l'Osmo Pocket 3. C'est pourquoi j'emmène l'Osmo Pocket 3 à chaque sortie ski, et quand on skie en famille, entre amis, on n'emmène évidemment pas un gros setup, et pour ça, l'Osmo Pocket 3 est absolument parfaite. On a de chouettes souvenirs des premières descentes à ski avec les grands-parents. C'est une caméra hyper facile pour filmer spontanément. L'Osmo Pocket 3 a quand même quelques défauts, à commencer par le fait qu'elle n'est pas pensée pour le ski. Il n'y a pas de fixation pour filmer avec l'Osmo Pocket 3. Pour filmer en ski avec l'Osmo Pocket 3, il faut donc être capable de tenir cette petite caméra dans une main et les bâtons dans l'autre main, et donc de skier sans l'aide de ces bâtons, et ça c'est pas donné à tout le monde, surtout en fonction du type de piste que vous descendez. Si j'y arrive sans problème sur une piste bleue, quand je suis sur une piste rouge, je suis souvent moins à l'aise, surtout en début de saison. La prise en main n'est aussi pas toujours optimale. Pour filmer en ski plus sereinement, on peut alors ajouter un petit trépied ou la batterie supplémentaire pour allonger le manche, et très souvent, on est obligé de skier sans gants ou avec des gants fins, pour avoir une bonne prise en main de la DJI Osmo Pocket 3. Je vous montre ici avec mes gants de ski. Si je veux attraper l'Osmo Pocket 3, ça va pas être pratique. Comme ceci. Forcément, les gants sont trop grands par rapport à la caméra. Et c'est pour ça qu'en général, j'ai des gants fins, des gants tactiles pour skier tout en ayant des gants. Je vous mets la référence des gants dans la description. L'Osmo Pocket 3 a d'autres défauts, à commencer par l'impossibilité de changer de focale. On filme toujours avec la même focale avec la Pocket 3. Si on veut faire un plan serré, il faut s'approcher de son sujet, et honnêtement, ce n'est pas toujours très esthétique. On ne peut pas non plus contrôler l'ouverture, et quand on est habitué à contrôler parfaitement le triangle d'exposition et surtout la profondeur de champ, c'est gênant. Comme avec les caméras d'action et les caméras 360, ne filmez pas le soleil de face avec une Osmo Pocket 3, ce n'est pas esthétique. L'Osmo Pocket 3 a beau avoir un capteur un peu plus grand, ce n'est quand même pas une caméra pour filmer de nuit, la qualité d'image sera dégradée. La Pocket 3 n'est pas non plus une caméra tout-terrain, elle est bien plus fragile qu'une caméra d'action. Alors ça n'a pas empêché Benoît de faire une chute magistrale avec cette caméra, et elle est toujours en parfait état. Ce n'est quand même pas une caméra tout-terrain, et même si elle a vécu pas mal de tempêtes de neige avec nous, elle n'est quand même pas censée prendre autant l'humidité. Pour autant, ça fait 3 ans que je l'ai, j'ai filmé des centaines de fois sur les pistes de ski, et ma foi, elle est toujours intacte. Malgré ces quelques défauts, je pense que l'Osmo Pocket 3 est la meilleure caméra pour filmer en ski. Si vous avez un enfant qui commence le ski, je pense que cette caméra est un super achat pour revenir avec plein de souvenirs sur les pistes et en dehors aussi. J'ai retrouvé des vidéos de mon fils quand il était en première et deuxième étoile, et ça donne tellement le sourire de voir ses premiers pas sur les pistes de ski. Je n'avais pas de quoi filmer quand il était en ourson et en flocon, et clairement je donnerais beaucoup pour avoir l'occasion de revenir en arrière et filmer ces moments uniques. Comme je le dis souvent, filmer ça ne concerne pas que les vidéastes professionnels qui font un film, ça nous concerne nous aussi qui voulons filmer nos souvenirs. Alors si l'Osmo Pocket 3 vous intéresse, vous trouverez dans la description des liens pour l'acheter chez des vendeurs de confiance. Mais finalement, la caméra idéale pour filmer en ski, on l'a peut-être déjà tous dans nos poches avec nos smartphones. Pourquoi acheter une caméra d'action ou une Osmo Pocket 3 quand on a déjà un smartphone qui filme très bien? Le smartphone a l'avantage d'être la caméra la moins chère puisqu'on l'a déjà. En plus, les smartphones récents vont de plus en plus loin dans leur capacité en vidéo, et notre téléphone, on l'a toujours dans la poche. Je dois dire surtout que le plus intéressant est la possibilité de varier les focales. Si je prends cet iPhone, je vais pouvoir filmer à 13 mm en ultra grand angle, à 24 mm et à 48 mm, et même jusqu'à 120 mm. Mais honnêtement, à 120 mm, la qualité d'image est mauvaise, donc je n'utilise jamais cette focale. Le smartphone a tout de même des inconvénients, à commencer par la prise en main.
Je dois dire que j'admire ceux qui skient en filmant avec leur smartphone à la main. Clairement, je ne prendrai pas un tel risque. Smartphone et chute ne font quand même pas bon ménage. Je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais le smartphone a tout de même un petit capteur, loin d'être idéal pour la basse lumière. Ce n'est quand même pas le smartphone qui va nous offrir la meilleure qualité d'image. Et là aussi, ne filmez pas avec le soleil en face, le rendu ne sera vraiment pas terrible. Filmer en ski avec un smartphone, non seulement c'est compliqué pour la prise en main, mais en plus les smartphones ne sont pas tous toujours bien stabilisés. Certains ont bien un mode sport pour filmer en mouvement, mais ça reste une stabilisation électronique. Et si je prends l'exemple de mon iPhone, je ne pourrais pas filmer au-delà de 2,8K dans ce mode. Pour garder de beaux souvenirs, c'est bien trop juste. Il vaut mieux filmer sans le mode sport qui dégrade trop la qualité d'image. Bon, je dois l'admettre, j'ai filmé sans le mode sport dans les pistes bleues et honnêtement ça ne bouge pas. Après, évidemment, tout dépend du modèle de votre smartphone. Le mieux pour filmer en ski avec un smartphone, c'est d'acheter un stabilisateur. Ça ne coûte pas très cher, entre 60 et 160 € selon le modèle qu'on choisit. Et là, on a un duo qui commence à être pas mal. C'est la solution la moins coûteuse pour filmer en ski avec des plans stabilisés. Et en plus, on peut varier les focales si notre smartphone a différents niveaux de zoom, comme c'est le cas pour le mien. Le stabilisateur pour smartphone permet d'avoir des plans hyper stables. Et sur ce modèle, on a même une fonction suivi de sujet. On accroche le skieur qu'on veut suivre en appuyant sur l'écran et le stabilisateur le suivra pour qu'il ne sorte jamais du cadre. Si vous n'avez pas une somme énorme à dépenser mais que vous voulez filmer vos vacances au ski avec les enfants, la famille ou encore les amis, le stabilisateur est le petit accessoire en plus qui fera la différence. En plus, on a une prise en main plus assurée avec un stabilisateur et ça, ce n'est pas négligeable. Par contre, ça nécessite d'être bon skieur, de pouvoir skier sans bâton ou avec les bâtons dans une seule main. Il faudra aussi une grande poche pour transporter le stabilisateur en plus du smartphone parce que évidemment c'est un petit peu plus grand et un petit peu plus encombrant, notamment quand on compare avec l'Osmo Pocket 3. J'ai parlé caméra d'action, caméra 360, Osmo Pocket, smartphone et stabilisateur. Par contre, je n'ai pas encore parlé drone. Personnellement, je n'ai jamais skié en me filmant avec un drone. Je skie uniquement sur les pistes aux heures d'ouverture de la station. Ça me paraît absolument impossible de skier en plein milieu d'une piste avec un drone qui me suit. De toute façon, faire voler un drone sur un domaine skiable nécessite des conditions drastiques. Il ne me semble pas vraiment autorisé de survoler les domaines skiables. En tout cas, on a l'interdiction de survoler les remontées mécaniques. Par exemple, sur le site de Val d'Isère, il est mentionné que les particuliers doivent voler uniquement dans les zones isolées, loin des routes et des habitations, avec une altitude limitée à 120 mètres. Sachez aussi que les parcs nationaux, comme le parc national de la Vanoise, sont interdits de survol. Bref, on n'est pas en vacances pour se prendre la tête, ni pour se prendre une amende. Je pense que le drone est une bonne caméra pour se filmer dans le cadre de la pratique du ski hors piste. Dans ce cas, le drone est une caméra intéressante parce qu'on a pas mal de drones avec des options de tracking pour le suivi du skieur. Et dans ce cas-là, vous maîtriserez le cadrage, donc forcément vous aurez des plans mieux réussis. Personnellement, je ne pratique pas le ski hors piste et je skie dans des stations très fréquentées, donc le drone n'est pas une caméra pour moi. On va passer sur un setup bien plus lourd, l'appareil photo. Est-ce qu'on peut filmer en ski avec un appareil photo ? Alors, pas avec un compact ni avec un bridge, non, ça c'est pas possible. Mais aujourd'hui, on a des appareils photo hybrides qui sont de véritables petites caméras. Il y a 4 ans déjà, pour le test de Lumix GH6, on avait filmé sur les pistes de ski avec cet appareil photo. Depuis, on a quasiment filmé avec tous nos boîtiers sur les pistes de ski. Et je dis on parce que le vidéaste à ski dans la famille, c'est Benoît. Je n'ai absolument pas le niveau de ski pour effectuer des tournages aussi périlleux et encore moins pour suivre notre fils afin de le filmer sur les pistes. Je n'ai pas non plus la condition physique pour porter un tel matériel. Déjà, quand je descends une piste rouge, je suis bien contente de moi, alors il n'est évidemment pas question de porter un stabilisateur et un appareil photo à bout de bras. L'avantage de l'appareil photo est qu'on aura une bien meilleure qualité d'image avec un capteur bien plus grand, que l'on soit sur micro 4 APS-C comme plein format, la qualité d'image est largement supérieure aux caméras d'action, caméra 360, Osmo Pocket ou encore au smartphone. L'image est plus nette, plus détaillée, j'apprécie bien plus les images tournées avec un appareil photo en comparaison aux autres caméras que j'ai évoquées jusqu'à présent. Et si vous voulez filmer les descentes au flambeau, ce sera bien mieux avec un appareil photo. Avec l'appareil photo, on peut aussi choisir sa focale parce que le principe d'un appareil photo hybride est qu'on va pouvoir fixer l'objectif de son choix, si bien que nous on a autant filmer avec un ultra grand angle qu'un 18 mm ou qu'un 35 mm.
ou encore avec le 24-105 mm ou le récent 24-60 mm de chez Lumix. On peut mettre l'objectif de son choix, donc la focale de son choix, même si on va plutôt filmer en plan large pour suivre plus facilement le sujet et ainsi montrer le paysage dans son ensemble, j'en parlerai dans la partie conseil. Avec un appareil photo, on contrôle aussi parfaitement le triangle d'exposition et particulièrement la profondeur de champ. Je choisis l'ouverture comme bon me semble, contrairement aux autres caméras. Les meilleurs appareils photo en vidéo ont aussi une bien meilleure colorimétrie que les caméras d'action, même sans passer par un logiciel de montage et l'étalonnage. Les appareils photo hybrides sont de véritables caméras et quand on a l'habitude de photographier et filmer au quotidien avec ces appareils, on n'a pas envie de se priver sous prétexte qu'on skie. En contrepartie, oubliez l'appareil photo qui tient dans la poche, l'appareil photo hybride a un poids plus conséquent. On peut éventuellement glisser un Lumix S9 dans la poche de son blouson de ski, mais on ne peut pas vraiment filmer à main levée avec un appareil photo, pas en ski en tout cas. Oui, de nombreux appareils photo ont une stabilisation mécanique du capteur, et même parfois en plus une stabilisation électronique. Selon les modèles d'appareils photo, on peut avoir des stabilisations très efficaces, je pense au Lumix S5 II, S5 IIX que j'ai depuis quelques années maintenant, mais la stabilisation mécanique n'est quand même pas faite pour filmer en faisant du ski. Une piste verte à la rigueur, mais pas plus. À vrai dire, il n'y a qu'avec les Lumix S1 II et Lumix S1 R2 qu'on arrive à avoir des plans exploitables même en filmant en ski, à condition d'activer la stabilisation électronique et en filmant sur des pistes bleues. Dès que ça devient plus engagé, qu'il y a des bosses, la stabilisation n'est plus suffisante et c'est tout à fait normal. Quand on veut filmer en ski avec un appareil photo, il faut impérativement filmer avec un stabilisateur et on ne va pas se mentir, ça demande un très bon niveau de ski, une excellente condition physique, surtout si le skieur que vous suivez est bon, et c'est tout sauf discret, rien de tout ça ne se glisse dans une poche. Filmer en ski avec un stabilisateur est aussi exigeant pour le matériel, on va fixer facilement le Lumix S9 sur le DJI RS3 Mini et on aura un duo compact en termes de gabarit. Par contre, dès qu'on passe sur le Lumix S5 IIX ou encore le Lumix S1 II ou le Lumix S1 R2, et bien dans ce cas-là, on va choisir notre DJI RS2 Pro, c'est-à-dire l'équivalent du DJI RS4 Pro d'aujourd'hui. Pour filmer avec une caméra plus stabilisateur, il faut aussi être capable de passer la journée de ski sans bâton. Sur du plat, Benoît est ravi de s'exercer au pas du patineur. Il faut aussi être en capacité de porter le matériel longuement et tout ça à bout de bras. Ça ne s'adresse pas à tout le monde et on ne sort ce setup que lorsqu'on a envie ou quand il fait beau, qu'il a neigé la veille et qu'on veut la plus belle qualité d'image possible. Pour nous, c'est l'occasion de garder des images pour longtemps de notre vie de famille et ça vaut bien quelques exploits pour le faire. Pour transporter mon matériel vidéo en ski, j'ai depuis quelques mois ce sac en 30 litres de chez Compagnon. C'est un sac bien organisé, étanche, et surtout il a l'intérêt d'avoir des fixations sur le côté pour accrocher les skis. C'est le petit plus indispensable quand on n'a pas un logement ski au pied. Quelle que soit la caméra que vous choisissez, il y a un accessoire indispensable, ce sont les filtres ND. Les filtres ND vous permettront d'avoir la bonne vitesse d'obturation pour avoir un flou de mouvement naturel sur les bords de votre image. J'ai donc des filtres ND pour l'Osmo Pocket 3, je vous mets la référence en description. J'ai aussi des filtres ND variables pour mes appareils photo, et il faut absolument des filtres ND variables circulaires et il faut que le filtre tienne parfaitement, sinon on verra le mouvement du filtre à l'image. J'ai déjà eu l'occasion de filmer en ski avec des filtres ND Freewell. Et depuis quelques semaines, j'ai les Jetmag Pro de Nisi. Ce sont des gammes de filtres que je peux vous conseiller pour le ski, je vous les mets aussi en description. Pour l'Osmo Action 5 Pro, j'ai aussi des filtres ND, mais j'ai eu beaucoup de plans complètement foirés. Au début, j'ai cru que les filtres ND étaient fautifs, mais avec le temps, je me demande si la faute ne vient pas des algorithmes de la stabilisation qui entrent en conflit avec les filtres ND. Bref, je peux difficilement vous conseiller les filtres ND avec les caméras d'action. On va passer maintenant aux réglages à faire sur votre caméra pour réussir vos vidéos de ski. Pour commencer, je pense qu'il faut filmer en 4K. La Full HD, ça va pour poster une story ou un vertical sur Instagram. Pour le reste, il faut filmer en 4K. Et qui sait l'importance qu'aura cette vidéo pour vous dans 10, 15 ou 20 ans. Moi, j'ai même filmé mon fils en 8K pour immortaliser sa première saison de ski en tant que savoyard d'adoption, et je sais qu'on sera tellement content de retrouver cette vidéo dans plusieurs années. Mettez donc votre caméra en 4K pour filmer en ski, surtout si vous filmez pour ramener des souvenirs. Et si votre caméra en est capable, mettez-vous en 10 bits et non en 8 bits. En effet, en 10 bits, on enregistre 1 milliard de couleurs contre 16 millions en 8 bits.
Et vu la beauté des paysages qu'on croise sur les pistes de ski, il vaut mieux avoir un maximum de subtilité dans les couleurs enregistrées. Ensuite, il est important de bien choisir la cadence d'image. Idéalement, il faut vous mettre en 50 images par seconde. En 50 images par seconde, on a plus d'images qu'à la cadence classique de 25 images par seconde. Ça permet d'avoir des mouvements plus fluides. Ça vous permettra aussi de faire un ralenti x2 si votre projet final de montage est en 25 images par seconde. Et si vous n'avez pas la 50 images par seconde, mais la 60 images par seconde, alors il faut vous mettre en 60 images par seconde. Et si vous avez une caméra qui peut aussi filmer en 100 images par seconde, eh bien c'est sympa de pouvoir filmer certains plans avec cette cadence afin de faire des ralentis x4, mais il ne faut pas en abuser non plus. Et surtout, vérifiez bien que vous êtes toujours en 4K, même avec cette cadence d'image. Une fois que vous vous êtes mis dans la bonne qualité d'image, c'est-à-dire en 4K, et la bonne cadence d'image, c'est-à-dire en 50 images par seconde, si votre caméra le peut, que vous vous êtes mis en 10/8, il faut fixer sa vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation doit être réglée au double de votre cadence d'image. Si je filme en 50 images par seconde, je me mets à 1/100, et si je suis en 100 images par seconde, je suis à 1/200 ou 1/200 de seconde. En vidéo, la vitesse d'obturation doit être le double de la cadence d'image pour avoir un rendu du mouvement naturel, et vu qu'en ski on a du mouvement, c'est d'autant plus important d'avoir la bonne vitesse d'obturation par rapport à la cadence d'image. Ensuite, l'ouverture, eh bien, je ne la modifie que si je filme avec un appareil photo, puisque les caméras d'action, caméra 360 et Osmo Pocket 3, eh bien, on ne peut pas modifier l'ouverture, et je laisse mes ISO en automatique. Quelle que soit la caméra avec laquelle vous filmez, il ne faut jamais être totalement en manuel. Il faut au moins un paramètre en automatique, et c'est plutôt les ISO, surtout sur les caméras où on ne contrôle pas l'ouverture. Quand on skie, on ne peut évidemment pas changer les réglages pendant qu'on filme, il faut donc une certaine marge de manœuvre pour la caméra parce qu'on peut très vite changer de luminosité. Il faut donc au moins un paramètre en automatique sur votre caméra pour qu'elle puisse réajuster l'exposition du plan. Si vous filmez avec une caméra qui a la fonction suivi de sujet, ne croyez pas que c'est une fonction magique. Déjà, la caméra peut perdre le sujet, et surtout on peut se retrouver avec des mouvements de caméra aléatoires. Si je prends l'Osmo Pocket 3 ou un stabilisateur, la nacelle va par moment faire un mouvement rapide si le sujet commence à sortir du cadre, et on risque alors de se retrouver avec un mouvement inesthétique et un plan final totalement raté. Il faut aussi bien régler votre stabilisateur parce qu'il y a plusieurs modes de stabilisation, et si on utilise le mauvais, on peut se retrouver avec la caméra qui pique du nez vers le bas et filme le sol. Moi, je règle mes stabilisateurs de la manière suivante, je les mets sur suivi panoramique et je gère moi-même l'inclinaison. Et si vous filmez avec un smartphone avec plusieurs focales ou un appareil photo hybride, je vous conseille de filmer avec une focale large, c'est-à-dire un grand angle, voire un ultra grand angle. Quand on filme des paysages en ski, on va privilégier l'ultra grand angle et éventuellement le grand angle, c'est-à-dire entre 14 mm et 24 mm en équivalent plein format. Et quand on filme en ski en suivant un skieur, dans ce cas il faut rester sur une focale large afin d'éviter qu'il sorte du cadre trop rapidement. Un cadrage trop serré complique la tâche de la personne qui filme en ski parce qu'il faudra être encore plus attentif à ce que le skieur reste dans le cadre. En général, on filme entre 24 et 35 mm ce type de scène. Maintenant, je vais vous donner mes conseils pour réussir vos vidéos en ski. Premièrement, la prudence est toujours de mise. Ne vous surestimez pas et ne vous mettez pas en sur-régime pour filmer. Quand on filme en ski, la priorité reste la sécurité. Vu qu'on filme sur les pistes, on est rarement tout seul et on doit donc en priorité regarder le flux de skieurs autour de nous afin d'adapter notre vitesse et de respecter les distances de freinage. Cela va de soi que la prudence est la priorité, mais je préférais le rappeler. Et à vrai dire, mon deuxième conseil est de savoir être patient pour justement éviter de filmer quand il y a du monde sur une piste de ski. Filmer un plan vidéo en ski avec du monde sur la piste n'offrira pas un beau rendu. C'est pour ça qu'avant de filmer, j'attends que le gros du flux du skieur soit passé et je choisis un moment de creux pour filmer. Si vous observez bien, il y a toujours un moment plus calme avec moins de skieurs sur une piste, et c'est à ce moment-là qu'il faut s'élancer, même si parfois ça demande de patienter longuement. Quand on est en haut de l'arrivée d'un téléphérique, en général la majorité des skieurs s'élancent rapidement. Une fois que la majorité s'élance, on commence la descente juste avant qu'un nouveau téléphérique arrive. L'avantage quand on connaît bien un domaine skiable, c'est qu'on connaît quelles pistes sont moins fréquentées que d'autres. Mon astuce, c'est aussi de filmer entre midi et 2,
À cette heure-là, la majorité des skieurs vont manger et la fréquentation des pistes diminue fortement, surtout sur les pistes éloignées des lieux de restauration. Évitez les pistes à proximité des folies douces et autres barres branchées parce que les pistes qui y mènent sont souvent très fréquentées. Évitez aussi les heures d'arrivée des cours ESF. À ce moment-là, tout le monde est pressé pour ne pas arriver en retard pour aller chercher les enfants. Sans caméra, c'est déjà parfois compliqué, alors ce n'est pas du tout le moment de filmer. À côté de la patience, la communication est aussi très importante, surtout quand on filme un skieur. Avant chaque sortie, surtout si on a une idée bien précise, on sait quelle piste on va prendre. Et surtout, avant chaque descente, on se coordonne et on discute entre nous de la trajectoire à suivre. Autre conseil, ça concerne le cadrage. Premier conseil, faites attention à l'ombre du caméraman. Quand on filme en plan large, selon la position du soleil, on peut se retrouver avec des plans où l'on voit l'ombre de celui qui filme. Ce n'est évidemment pas beau. Si vous êtes dans cette situation, soit il faut orienter la caméra différemment, soit il faut changer pour une focale plus serrée. Ça, c'est quand on a un smartphone ou un appareil photo. Le deuxième conseil, c'est d'adapter votre manière de skier. Si vous faites plein de petits virages en même temps que vous filmez, le rendu ne sera pas regardable, votre plan bougera trop, et à moins de donner envie de vomir à votre audience, le plan ne sera pas exploitable. En général, quand on filme en ski, on va tout droit et on freine uniquement en chasse-neige, ce qui est assez éprouvant physiquement. Et c'est pour ça que moi qui suis moins à l'aise en ski, j'ai d'abord commencé à filmer sur des pistes bleues quasiment plates. Et dites-vous qu'il n'y a pas besoin d'être dans une grosse pente pour faire de jolies vidéos à ski. Les beaux paysages sur les pistes de ski suffisent amplement. Autre conseil, c'est de varier les plans. Faites différents cadrages. Plan large, plan un peu plus serré. Il faut varier, surtout si vous voulez faire un montage final. Si vous êtes en famille ou entre amis, filmez les différents skieurs présents, de dos, de face, de côté, filmez aussi les paysages. Dans les remontées mécaniques aussi, il y a toujours un plan intéressant à faire. N'oubliez pas de filmer aussi les à côté du ski, les bons plats savoyards, l'ambiance de la montagne. Le ski est un univers à part à immortaliser. Et si vous cherchez à filmer en ski pour le côté sportif, n'oubliez pas que toutes les phases de préparation sont tout aussi intéressantes que les phases d'entraînement et les phases de glisse. Et si vous avez la chance d'avoir des chutes de neige pendant votre séjour, pensez à sortir votre caméra. Et la meilleure journée pour filmer, c'est le lendemain de chute de neige. Et si en prime vous avez un magnifique soleil, alors c'est le moment d'en profiter. Passez de bonnes vacances au ski. N'oubliez pas, je vous ai mis tous les liens en description avec les caméras et accessoires que je vous conseille. Ça permet aussi de soutenir mon travail. Moi, je vous donne rendez-vous dans une formation ou la semaine prochaine sur YouTube.